Bienvenue dans Musiciens d'église, le podcast qui chaque semaine donne la parole aux musiciens de nos églises, entre foi, service, technique et spiritualité. Salut, moi c'est Sibekaï et ça fait plus de 25 ans que je joue au piano pour l'église. Au quotidien, je joue, j'écoute, je prie, je médite la parole, j'observe aussi. Je discute et je me pose des questions sur mon rôle dans l'église. Ce podcast, c'est ma manière à moi de donner la parole à tous ceux qui, comme moi, servent l'église au travers de leur musique. Alors que tu sois choriste, directeur de louange, musicien, chef de chœur ou simplement curieux, sois la bienvenue. Installe-toi confortablement, on va discuter ensemble et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et partage sur Instagram ce qui t'a parlé aujourd'hui en taguant @musicien d'église. Le tout au singulier. Ah oui, surtout, n'hésite pas de laisser un commentaire et donne-moi la note maximale. Ça me donnera la force pour continuer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Musiciens d'église. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai un frère de très longue date. Franchement, c'est un plaisir pour moi de l'avoir dans cette émission. Je sais que notre échange va être... Waouh, ça va nous bousculer tous. Manu, Ange... Monsieur, comment tu vas? Salut à toi. Écoute, ça va très bien, merci beaucoup. Yes. Ben, écoute, présente-toi un peu pour les personnes peut-être qui te connaissent pas. Raconte-nous un peu ton parcours, comment tu as commencé la musique, qui es-tu? Je m'appelle Manu Ange Guéhi. J'ai 34 ans et je suis batteur, professeur de batterie à la Maison des Arts de Gonesse. Je fais également de la production, je compose, j'écris et je soutiens des artistes dans leur production de musique. Je suis aussi directeur musical pour plusieurs groupes de gospel et papa d'un petit garçon depuis 1 mois. Voilà. Félicitations, frérot. Marié depuis 2 ans, tout va bien. Génial. Ben, dis-nous un peu comment tu as commencé la batterie, à quel âge et comment c'est arrivé. En réalité, je crois que depuis ma naissance, je pense que c'était, entre guillemets, c'était écrit, quoi. Parce que aussi loin que je me souvienne et de tout ce qu'on m'a toujours rapporté, j'ai toujours voulu faire de la batterie. J'étais, en fait, ce que je faisais, c'est que moi, je tapais sur ma tête et je faisais des rythmes comme ça, en fait. Ok. En frottant mon crâne, ça faisait la caisse claire. En frappant sur le front, ça faisait la grosse caisse. Et je faisais plein de trucs comme ça. Ok. Ensuite, pendant l'enfance, alors toute la période scolaire, avec mes stylos, avec tout ce qui me passait sous la main. Et j'ai commencé comme ça. Donc c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, qui me passionnait vraiment. Et quand j'allais à l'église, le premier instrument sur lequel je me ruais ou que je regardais en continu, c'était la batterie et rien d'autre. Donc ça a germé très très tôt. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé, j'avais 7 ans. La première fois que j'ai joué à l'église, et c'était pas jouer avec les enfants, c'était jouer avec les adultes et tout. Avec les adultes. J'avais 7 ans et c'était en début 98, je crois. Et à l'époque, c'était extrêmement rare. Ouais. Je me souviens pas que il y avait des enfants qui jouaient avec les adultes à cet âge-là. C'était très rare. Donc en gros, je venais, je jouais. Après, pendant la prédication, j'allais à l'école du dimanche. Et quand la prédication était finie, s'il fallait remonter, on venait me chercher et je repartais jouer. Et donc, très tôt, voilà, ça commençait à devenir un rêve. Je m'imaginais déjà, j'aimerais trop pouvoir faire des gros concerts. Et je pense que je m'attendais pas à ce qui allait m'arriver ensuite, en fait. Ouais. Donc ça a continué comme ça. Donc je jouais à l'église et puis il y a eu 2 moments qui ont été des tournants au niveau de la musique principalement. Ça a été en 2007-2008. Ouais. Parce que j'étais en terminale et les 2 années précédentes avec mon église, on avait fait la marche pour Jésus. Pour ceux qui savent pas, la marche pour Jésus, c'est un énorme événement qui est organisé à peu près tous les ans dans les grandes villes de France, notamment à Paris, où
toutes les églises de toutes dénominations, en tout cas c'est vraiment géographique, donc de la région parisienne, peuvent manifester déjà pacifiquement et puis même festivement. Et donc il y a beaucoup d'églises qui vont louer des camions, des chars avec les musiciens de leur église, et ça va chanter, et c'est une ambiance de fête de fou. Et donc, moi, ça correspondait un peu à la première fois que je jouais en dehors des murs de l'église. Et donc, j'étais à fond. Mais en même temps, c'est là aussi que je découvrais que, il y a énormément d'autres églises, il y a énormément d'autres musiciens. Et je sais pas si tu te souviens, il y avait le concert de la fin. Et là, le concert de la fin, souvent, là, c'était quand même des gens confirmés. Et donc là, j'entendais vraiment un autre niveau. Et donc, c'était assez fou. Et il y a une année, c'était Total Praise. Parmi les musiciens, il y avait donc Théophane Kofi, qui est le DM de Total Praise aujourd'hui. Bassiste. Et à la batterie, il y avait Michael Cartes, que normalement, tu connais très bien. Oui. Et donc, j'ai regardé le concert. Et faut savoir que moi, je suis ivoirien d'origine. Donc, à l'église, c'était une église de culture ivoirienne. Donc, j'avais une bonne connaissance de tout ce qui était au niveau de cette culture ivoirienne. Mais moi, dans ma personnalité, c'est vrai que j'étais très éclectique. Même dans les musiques que j'écoutais, j'étais très très éclectique. Ça pouvait très bien être de la pop rock, du R&B, du hip hop. Et je connaissais pas encore le gospel en tant que tel. J'avais déjà entendu quelques morceaux dans la voiture que me permettait. Mais voilà à peu près mon univers. Donc là, quand j'entends Total Praise, je trouve que par rapport à comment moi je vois la batterie, ça correspond vraiment au truc que je veux faire. Et donc à la fin du concert, les musiciens descendent et je me rue sur Mickaël, je vais le voir, bonjour et tout. En fait, il me prend pas de haut, vraiment, on discute et je dis vraiment, en fait, là, ce que vous avez fait, moi, c'est ça que je veux faire. Je lui dis ça vraiment comme ça. Et il me dit, ok. Donc, on s'échange des contacts. Et la marche pour Jésus, c'est à la fin du printemps, mois de mai et tout. Et donc, à l'époque, c'était l'époque des mécènes. Donc, à chaque fois, j'essaye d'aller lui parler. Chez Louise, tout ça. Dès qu'il est connecté, salut. Au final, il me dit, voilà, je vais avoir une répète avec tel artiste. Est-ce que tu veux bien venir au studio et tout. Et d'ailleurs, c'est la première fois que là, je découvre qu'il y a des studios de répétition. Donc là, c'est vraiment la toute première fois que je suis confronté à ça. Et donc, je vais au studio, je regarde. Là, je découvre que ça joue, ça chante. Et là, c'est un autre. Je me dis, ah ouais, non, c'est un autre niveau. Et là, ça commence vraiment, vraiment, vraiment à me. Là, je suis pris dedans. Je prends mes premiers conseils, j'observe. J'ai l'occasion au final après de jouer, donc j'essaye de jouer, sachant que Mickaël, lui, il m'avait jamais entendu jouer, donc ça veut dire que là, quand il me fait venir, il sait pas quel niveau j'ai. Ça se trouve, je touche pas une bille, il le sait pas. Il en sait rien, Et il me laisse, en tout cas, il me laisse un peu le champ libre et tout, et donc ça me permet de m'exprimer. Et c'est comme ça vraiment que là, j'ai commencé à entrer dans ce milieu-là, et donc quelques mois après, il y a le premier concert de Sentinel Crew, et donc c'était avec Mickaël et toi. Là, c'est là aussi que je découvre que il y a des gens qui ont à peu près mon âge et qui eux aussi ont vécu cette passion-là, pas forcément à la batterie, mais du coup au clavier. Je pense à Jordari, Jonathan, Rubin, et donc là, je découvre des gens qui ont à peu près mon âge et qui ont un petit peu une vision de la musique, un peu comme ce que moi je crois avoir en tout cas. Et donc là, vraiment, là, c'est de la folie pour moi. Là, je suis à fond. En plus, je sais pas si tu te souviens, j'étais très, très, très virevoltant à cette époque. Et donc là, c'est les premiers concerts. Et le deuxième, ça a été qu'il y avait eu un concert qui avait été organisé, je sais plus par qui. Il y avait eu plusieurs groupes qui étaient invités. Et il y avait une église qui était près de la maison, et j'y allais parce que je connaissais le pasteur, je connaissais un peu les membres et tout. Et il y avait un des artistes de cette église qui était invité à ce concert-là, donc il m'a dit viens avec moi, joue pour moi et tout. J'ai joué pour lui, mais en fait en jouant pour lui, là j'ai découvert plein d'autres groupes et plein de noms. Si je commence à les citer, on va se dire ah ouais, il y avait telle personne et tout, mais on était tous jeunes et tout, mais il y avait il y avait beaucoup de talent. Il y avait Jesse Mezzo. Total Praise est encore là, donc il y avait Anselme, Kenny Bran. Et c'est un peu ce jour-là que j'ai découvert tous ces gens-là.
Déjà, ce que j'ai retenu, c'est que, en fait, l'église était beaucoup plus grande que l'idée que moi je m'en étais faite au travers de l'église de mes parents et de ceux que eux connaissaient. Là, c'était le début de, en quelque sorte, mon réseau. Ouais. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on connaît des églises dans lesquelles on n'a jamais mis les pieds. Exact. Avant, ça n'existait pas, ça. Ouais. Si tu voulais connaître une église, fallait connaître quelqu'un de l'église. C'est ça, qui t'invite, c'est à tel endroit, tu viens. Ou alors, il y a une conférence, t'es allé à cette conférence, t'as vu qu'il y avait tel autre gens. Exact. Voilà. Donc, c'était pas les mêmes facilités, mais du coup, c'était beaucoup plus précieux. Exact. Quand on croisait quelqu'un comme ça, qu'on repérait un talent, parce que c'était ça aussi, des fois, tu déniches des talents, c'était vraiment précieux. Et puis, à l'époque, il y avait aussi beaucoup d'événements, du coup, parce que c'était comme ça que les églises se faisaient connaître. Déjà. T'avais des concerts quasiment tous les samedis. Après, c'était pas des concerts tels qu'on les entend aujourd'hui, il faut bien préciser. Non, c'était une autre mesure. Avec toute l'expérience qu'on a accumulée des concerts d'avant, aujourd'hui, quand quelqu'un dit fait un concert, il y a intérêt à assumer le mot concert. Ouais. Avant, quand tu faisais un concert, c'était vraiment, tu le fais avec tes moyens. Exact. C'était beaucoup plus simple moins sophistiqué, on va dire, qu'aujourd'hui. Ouais. Les gens aussi, dès qu'ils voyaient l'affiche, ils venaient, quoi. Exact. Donc après, fallait avoir aussi un bon réseau. Parce qu'aujourd'hui, on peut poser le truc sur les réseaux et attendre. Ouais. Avant, fallait être hyper actif, sinon t'avais que tes gens les plus proches qui venaient. Exactement. Et puis voilà, quoi. Est-ce que du coup, le fait de découvrir tout ça, tout cet univers à l'extérieur de l'église de tes parents, de tes proches, tout ça, est-ce que ça a aussi changé ta façon de servir dans ton église? Dans un sens, oui, sur l'aspect technique. Ok. Parce que, en fait, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais moi, mon arme numéro 1, ça a été mes oreilles. C'était pas forcément mon jeu, c'était mes oreilles. Ok. Donc, j'étais habitué à entendre une certaine forme de musique. Et donc là, arriver à ce genre d'événement et entendre des choses très différentes. Avec d'autres codes. En fait, dans ton église, c'était quoi? C'était surtout de la musique africaine, c'est ça? Oui, en fait, en tout cas, soit africaine, soit d'influence africaine. Ok. Il y avait quand même quelques, forcément, morceaux un peu plus populaires qu'on faisait. Ouais. Mais ça restait très minoritaire. Ouais. Et là, j'entendais, par exemple, tout ce qui est d'influence américaine. C'est là que je l'entendais vraiment pour la première fois. Lors du Hargood, c'est 2007. Ouais. Et c'est là que à cette conférence dont je parlais tout à l'heure, c'est là que je l'entends pour la première fois, ce morceau. Et je dis, waouh! Ah ouais, d'accord. Et puis c'est d'autres codes, d'autres manières de jouer, d'autres manières de chanter, les harmonies qui sont différentes, travaillées différemment. Voilà, tout ça. En fait, tout ça c'est nouveau, mais je me dis c'est beau et tout. Et l'un des autres déclencheurs, ça a été justement les premières fois où on m'a dit je t'ai vu à tel événement, j'ai un événement, est-ce que ça t'est intéressé pour venir jouer de la batterie? Ok. Et quand tu dis ok, on t'envoie la liste des morceaux. À l'époque, c'était par mail. Ouais, exactement. On t'envoie la liste des morceaux. Et là, mais en fait, moi, c'est pas dans ma culture. Donc, quand j'entends les morceaux, moi, je dois les apprendre. Ouais. Mais je découvre des morceaux et quasiment tous les morceaux me plaisent. Ouais. Et donc, quand je les écoute, en fait, je les apprends, mais en vrai, je les savoure. Ouais. Je les savoure parce que c'est tellement nouveau. Ce qui fait que presque automatiquement, je l'enregistre. Je prends une partie du morceau, je fais enregistrer sous et je le garde pour moi. Et dès que je peux le sortir, je l'incorpore à ton jeu, quoi. C'est exactement ça. Exactement. Et en fait, ça a beaucoup fait ça parce que moi, j'ai jamais eu de batterie chez moi à la maison. Donc, le seul moyen que j'avais d'apprendre des morceaux, c'était de les écouter. Et du coup, comment t'as fait pour continuer à progresser alors que t'avais pas ton instrument à la maison? En réalité, au début à l'église, on venait en répète, on disait on va faire tel morceau. On joue le morceau, ou alors je l'ai entendu, ou on me dit vas-y, fais ci, fais ça. Ok. Et en fait, pour moi, il y avait le côté aussi du don. Donc il y avait des choses que je comprenais en 2 secondes. Ouais. À partir des événements un peu gospel, comme je pourrais appeler ça, là, on est passé un peu au niveau du dessus. Là, tu connais pas les morceaux, c'est en anglais. Les structures sont pas forcément les mêmes. Il y a des manières de jouer très précises. Donc, là, tu apprends. Mais comme c'est nouveau, là, tout ce qu'il y a à apprendre, tu prends. Ouais. Donc, moi, j'ai écouté et avant, on avait, une fois de plus, il y avait pas forcément les smartphones, des choses comme ça. Donc moi j'avais mon MP3 ou mon iPod et j'avais pas de voiture non plus d'ailleurs, j'avais 16-17 ans. Ouais. Donc tous les trajets que je faisais, ça veut dire trajet maison-école, trajet maison-répétition, trajet maison-sport, peu importe, j'avais
la musique dans les oreilles. Ok. Et en fait, il y avait beaucoup d'écoute passive. Ouais. Et je sais pas si ça te fait ça, mais il y a des fois il y a des morceaux soit que t'écoutes pour la première fois ou que t'écoutes à un moment précis. Et quand tu vas le réécouter, ça va te rappeler ce moment-là, même si ce moment il veut rien dire. Oui, tu le rattaches à quelque chose que je sais pas, ouais, voilà, t'es dans le bus, t'es en train de passer sur un pont, il y a la musique, et quand t'entends ce morceau, à chaque fois tu repenses à ce moment-là où tu passais. Alors, en fait, moi ça faisait des associations comme ça. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça que je faisais bosser ma mémoire. Après, reproduire ce que j'avais entendu sur une batterie, c'était pas spécialement un problème. En fait. D'accord. Et c'est comme ça que moi je travaillais. C'était vraiment que de l'écoute, écoute active et passive. Je notais, je faisais pas de relevé comme je fais maintenant, mais du coup je bossais pas mon instrument à proprement parler. Non, tu bossais le côté genre je m'imprègne de la chanson, je vois les différentes parties, les structures, etc., les intentions, comment on amène la rythmique et tout. Voilà. Et en fait, à cette période-là, un événement, ça pouvait changer du tout au tout mon approche de l'instrument. Exemple, des batteurs, bon, je pense comme tous les musiciens, on va avoir souvent, pour ceux qui sont en région parisienne, on va avoir un magasin où on sait que là, on va trouver c'est le paradis de tel instrument. Genre la baguetterie. La baguetterie, exactement. Et je me souviens qu'une fois, j'y suis allé, j'avais pris le catalogue. Alors moi, des fois, j'avais le catalogue, je découpais les photos. C'est pour dire à quel point, hein, c'était limite poster dans la chambre de telle batterie et tout. Et un jour, il y avait un catalogue où ils avaient ajouté un DVD. Et c'était un DVD où il y avait plein de batteurs, de démos de batterie. Ça aussi, ça a été une révolution. Ce DVD, je l'ai saigné. Ouais, franchement, dès que j'avais l'occasion, je le mettais, j'écoutais. Mais juste parce que j'aimais ça. C'était même pas forcément parce que, je veux bosser. Voilà, j'étais vraiment dans une dynamique de, j'aime bien. Après, des fois, passivement, tu récupères des trucs. Et il y a eu un événement aussi qui a été vraiment un sacré accélérateur. Ça a été ce qu'on appelle un shed. En gros, c'est un peu comme une jam, une jam d'impro, sauf que là, c'était une jam d'impro presque exclusivement musicale. Je parle instrumental. Il y a quasiment aucun chanteur n'est intervenu. C'était que musical. Il y avait plusieurs batteries, des musiciens à perte de vue. J'en connaissais quasiment aucun. Et ce jour-là, j'ai pris une claque monumentale. Alors, je me suis bien amusé. Et j'ai pris une claque. Et juste cet événement-là, il m'a fait progresser. En fait, je me suis rendu compte que dans les semaines qui venaient, même certaines façons de faire, sans les travailler, en fait, ça avait créé de nouveaux circuits de jeu auxquels j'avais pas pensé. Et est-ce que tu as joué avec beaucoup de groupes? Ouais, beaucoup. Alors, je vais essayer d'être un peu chronologique. Ça avait commencé avec Kenny Brand et Sentinel Crew. Ça a été les deux premiers avec qui j'ai fait beaucoup d'événements et d'ailleurs avec qui j'ai bossé longtemps. Aujourd'hui, je bosse avec le groupe Ansa Praise. D'ailleurs, ça fait longtemps. Et d'ailleurs, avant c'était Michael Cartes qui travaillait avec ce groupe et il avait un autre événement et donc il m'a demandé de le remplacer. Donc quand il m'a demandé de le remplacer, on m'a envoyé tout le répertoire. Alors moi, dans ma tête, j'ai dit ouais, je vais faire un concert. J'ai bossé comme un malade, mais comment? J'ai fait que écouter les sons, que écouter. Donc quand je suis arrivé à la répétition, j'étais prêt. J'étais prêt comme pas possible. Et en fait, au-delà de l'aspect musical, ce groupe-là, c'est devenu une famille. Jusqu'aujourd'hui, je travaille toujours avec Ansa Praise, donc c'est depuis 2010. Donc là, ça fait 15 ans. Et j'ai grandi aussi avec ce groupe en quelque sorte parce que c'est là aussi que j'ai eu des responsabilités, que j'ai pu développer certaines idées, faire de la direction musicale, ça a été les premières fois, faire des séquences, ça a été aussi les premières fois. Voilà, c'est là que j'ai vraiment, c'est devenu la famille, c'est devenu aussi un peu mon laboratoire en quelque sorte. Et du coup, vu que là-bas t'as pu commencer à pratiquer la direction musicale, est-ce que tu pourrais expliquer pour les personnes peut-être qui sont pas encore confrontées à ce genre de poste, en quoi ça consiste la direction musicale? C'est un poste qui sert à gérer et fédérer tout ce qui concerne la musique pour un groupe. En gros, souvent ça va être un musicien, soit qui va jouer, soit qui va juste être comme un chef d'orchestre. Mais en fait, le DM, voilà, c'est l'équivalent du chef d'orchestre. Et c'est lui qui va
un peu en quelque sorte emmener tout le monde. En quoi ça consiste? Ça va consister à valider les arrangements. Si jamais il y a un morceau, on veut l'arrangement, c'est quoi? C'est faire un morceau un petit peu différemment que son origine. Changer des accords, rajouter ou retirer des parties, changer les rythmes, voilà. C'est tout ça et avec une certaine cohérence. Et donc le directeur musical, c'est lui qui va un petit peu proposer ou valider les idées d'un peu tout le monde pour que ça reste cohérent, pour que ça parte pas dans tous les sens. Et en fait, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui, le DM, ça va être aussi le relais entre les musiciens et les chanteurs. Ou les musiciens et l'artiste principal. Et c'est lui aussi qui va prendre les demandes de l'artiste principal ou des organisateurs par rapport à comment on voudrait que l'événement se passe. Et voilà. Et lui, il va essayer d'être un peu le coordinateur de tout ça, des personnes, mais aussi du matériel et du projet en lui-même, quoi. Voilà. Et du coup, en quoi ça change ton rôle dans Dancehall Praise à ce moment-là, quand on te dit tu vas devenir directeur musical, comment ça se fait et qu'est-ce qui change? En fait, je crois on me l'a pas dit. D'accord. Ça, je me souviens qu'on avait un événement, un gros événement à préparer. Et là, on s'était dit à ce moment-là, ouais, pour cet événement, là, faut qu'on fasse des trucs et tout. Et c'est à ce moment-là que je commençais déjà un petit peu à toucher au logiciel et tout. Et donc là, à partir de là, je me suis mis dedans et c'était une période où j'avais pas mal de temps. Donc là, je me suis mis dedans à fond. Mais en faisant ça, bah, automatiquement, j'avais un peu les clés. Parce que puisque c'est moi qui ai mis tel truc et fait les arrangements, bah en gros, c'est toi qui as le dernier mot un peu sur l'arrangement et tout, quoi. Alors déjà d'une, mais le temps que je passe dessus fait que forcément tu connais les trucs par cœur. Ouais, t'as une maîtrise du répertoire. Exactement. Et comme t'as cette maîtrise-là, bah c'est toi un peu qui va devenir le référent qui va indiquer que voilà, là il se passe ça, là il se passe ça. Attention, là il y a un tour, là il y en a deux, des choses comme ça. Automatiquement, c'est vers toi qu'on va venir voir s'il y a quelque chose à faire. Un truc tout bête. Quand le morceau commence, c'est toi qui dis quand le morceau commence, puisque c'est toi qui lance ta séquence, par exemple. Voilà, c'était comme ça. Et au final, bah, j'ai commencé à vraiment prendre ce rôle-là et ça s'est fait naturellement. Après, j'étais DM, mais j'étais pas tout seul. Voilà, le DM, ça veut pas dire que c'est lui qui décide de tout et qui fait tout dans son coin. Là, c'était assez collégial. Il y avait Ornella Rawani qui était avec moi. Donc, quand on avait des décisions à prendre, bah, je le faisais des fois aussi valider de son côté et inversement. Qu'est-ce qu'on fait? Il y avait aussi son frère qui nous aidait. Donc, voilà, c'est rarement tout seul. En fait. Par contre, ce qui a été intéressant, c'est que comme le directeur musical, c'est un rôle un peu plus global, en fait, ça dépasse largement le cadre de genre mon instrument. Là, pour être DM, fallait que je comprenne aussi, mais pourquoi là il joue tel accord? C'est quoi cet accord? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe ici, là? C'est plus juste jouer de la batterie à tel moment. Là, tu dois faire attention à ce que tous les autres font, en fait. Et bah, naturellement, tu deviens beaucoup plus attentif à tout ce qui se passe autour de ton jeu, en fait. Et ça, c'est un point qui est hyper bénéfique pour plus tard, parce que quand on t'appelle après pour d'autres événements, bon, bah, t'analyses ton instrument puisque t'es là pour ça, mais aussi t'analyses ce que les autres font, comment ils le font. Est-ce qu'ils le font mieux, moins bien, différemment? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte pas? Et puis après, tu peux même toi-même devenir force de proposition parce que t'as gagné en expérience sur tel événement et tu peux proposer cette expérience-là à d'autres. À partir de Dancehall Praise, c'est vrai que ça a amené pas mal d'autres choses. Bah, du coup, j'ai pu faire des concerts avec Total Praise, que ce soit avec l'église du CRC ou avec Total Praise Mass Choir, avec Patrick Bonhomme et le groupe Minard, Ricardo Apollon, Dena Moana aussi pendant 2 ans. Cette année, j'ai eu l'occasion de jouer avec le groupe Makoma, qui est
un groupe d'origine congolaise qui est basé aux Pays-Bas, et ça a été une expérience vraiment de fou. Déjà la nostalgie pour tout le public, parce que c'est un groupe qui avait pas fait de concert depuis des années. Et donc là ils sont revenus, voilà, ça a été un super concert, très honoré d'avoir fait ce truc-là d'ailleurs. Je travaille également dans le milieu séculier, donc j'ai eu l'occasion de jouer, alors la plupart du temps ponctuellement pour des remplacements, des choses comme ça. Mais pour pas mal d'artistes, pour certains quand même assez connus, Zao, Taike Dadju, Kinve également. Voilà, je fais aussi la tournée de Gospel pour Sans Voix. Voilà, globalement. Tu nous parles beaucoup d'événements en concert, tout ça, machin. Ouais. Comment ça évolue pour toi, du coup, à l'église? Comment tu le vis d'avoir ta technique qui évolue, ta conscience de ton environnement, tes responsabilités qui grandissent, tout ça, machin. Comment ça se passe en parallèle pour toi à l'église, du coup? Bah, en réalité, l'église en bénéficie. Ouais. Parce que je pense que beaucoup de gens vivent ça. Ce qu'on va apprendre sur des événements, si on a la possibilité de le reproduire, bah, le premier endroit où on va vouloir tenter de le reproduire, c'est dans notre église locale. Quand j'ai commencé à faire de la direction musicale, bah forcément, je devenais plus attentif à ce que tout le monde faisait. Bien sûr. Ce que faisaient les voix, ce que faisaient les autres musiciens. Bah, et du coup, je me suis retrouvé à dire aux choristes à l'église, ça, maintenant, faut le faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que j'aurais pas pris la peine forcément de faire avant, ou alors j'aurais dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais sans expliquer pourquoi, comment, ou sans donner de solution en fait. Et le fait d'être au contact de gens qui sont plus expérimentés fait que moi je peux bénéficier de ça, et en retour je le transmets. Par contre, il faut que tout le monde soit bien conscient que la transmission, c'est quelqu'un qui donne et c'est quelqu'un qui reçoit aussi. Donc ça arrive que des fois les gens soient réfractaires c'était ça ma question. Est-ce que les gens ils l'accueillent bien? Est-ce qu'ils te disent garde ça pour tes concerts, ou est-ce qu'ils te disent ah ouais trop bien et tout? J'avais envie d'évoluer dans ce sens-là. Comment les gens ils le reçoivent? En tout cas dans mon histoire personnelle, j'ai eu un peu les deux cas. Ok. Alors, franchement, dans le côté négatif, ça a rarement été violent. C'est souvent plus un OK, mais laisse-moi tranquille. Ouais, OK, mais voilà quoi. Parce que on est habitué à faire d'une certaine manière, et forcément, moi, avec justement cette fougue de la jeunesse aussi, en fait, ça vient bousculer des gens qui ont des habitudes. Ouais, bien sûr. Et forcément, bousculer les gens qui ont des habitudes bien ancrées, des fois ça marche pas. Ouais. Il y a un autre problème aussi qui s'est souvent créé, c'est ce que j'appelle un problème de dynamique. Les dimanches, vous avez l'habitude de fonctionner comme ci, comme ci, comme ça. Et un jour, t'arrives et tu dis, bon, de ce que j'ai vu, ça pourrait être hyper intéressant de changer tel truc, et ça peut nous... Et en plus, tu expliques ce que ça peut faire gagner. Ouais. On dit, ok, on essaye un premier dimanche. Ça commence à prendre, un deuxième dimanche, ça commence à prendre, un deuxième dimanche, un troisième, et ainsi de suite. Et en fait, au bout de 4 ou 5, il se passe quelque chose, je sais pas quoi, et la dynamique est cassée. Et on revient à ce qu'on faisait. Retour à la case départ. Ça peut concerner absolument tout. Ouais, de l'aspect musical à un aspect purement fonctionnel. Par exemple, dire, plutôt que d'arriver à 10h parce que le culte est à 10h30, le mieux c'est qu'on arrive à 9h. On aurait 1h30 de préparation, donc déjà on serait tranquille, on aurait moins de stress, et on commencerait le culte à l'heure à tous les coups. Pour des gens qui ont l'habitude d'arriver 30 minutes avant, voire moins, et à ce moment-là, en fait ça va créer plein de questions, et souvent faut bien se rendre compte que ça met du temps en fait, mais que ce temps-là il est nécessaire, et qu'il faut un peu ce choc au début, et il faut que quelqu'un le subisse en fait. Ouais, bien sûr. Moi je pense que c'est ça, il faut que quelqu'un subisse des gens qui ouvrent la voie quoi. C'est exactement ça, c'est tu vois, c'est comme la voie du salut, il a fallu que il y ait Jésus qui se sacrifie pour que ça ouvre la voie à des gens même 2 millions après. Tu disais que ce temps-là, je vais dire un temps d'adaptation, entre le moment où on prend conscience, ah tiens, ça serait bien de le faire, et le moment où c'est réellement effectif, tu disais que c'est nécessaire. En quoi c'est nécessaire? En fait, on habitue les gens à fonctionner d'une certaine manière pendant longtemps. Donc forcément, pour changer cette manière de fonctionner, ça va aussi demander du temps. Et pour moi, c'est ça qui se passe en fait.
tout simplement. Ok, pour toi, c'est plutôt, les gens, ils ont des habitudes et c'est simplement humain de changer ses habitudes, c'est compliqué. Ou est-ce que dans les églises, on est plutôt attaché à des rituels qui nous rassurent? Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. À l'église, je pense que tout le monde vient pour louer le Seigneur et même des fois pour servir aussi. Mais une fois que le service il est mis en place, on peut commencer à tomber dans l'aspect de la zone de confort en fait, où on a l'habitude de faire ça comme ci, comme ça. Ouais. Et ça a l'air de gêner personne. En fait, à un moment donné, quand une personne extérieure à ce que toi tu fais vient te dire que là tu pourrais faire différemment, tu peux gagner ci et ça, là c'est qui tout double. Ouais. C'est soit tu te dis ah ouais, et ce serait génial parce qu'en fait, t'as envie de faire encore mieux, ou soit en fait, tu te satisfais de là où t'es déjà, et donc forcément, ça va plus être vu comme une intrusion, et ça va donner l'effet de, là, clairement, ça va prendre du temps, et peut-être que même ça va jamais se faire. Tu as toujours rêvé de jouer du piano et de comprendre la musique, mais tu ne sais pas par où commencer? Bonne nouvelle. La formation de novice à débutant en 30 jours est faite pour toi. En 30 jours, à raison de 15 minutes par jour, tu vas apprendre toutes les bases. Te repérer sur le clavier. Comprendre les accords, les gammes, les tonalités. Et même jouer 4 chansons d'adoration, étape par étape. Pas besoin d'avoir fait le conservatoire. Cette formation est pensée pour les personnes qui partent de zéro. Et tout ça pour un prix accessible à tous. Tu veux commencer dès aujourd'hui? Rends-toi vite sur Instagram @medwalador. Tous les détails t'y attendent. C'est l'occasion que tu attendais pour enfin apprendre à jouer au piano. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui dans les églises que tu pensais inimaginable il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière? Dans ma vie, j'ai été que dans 2 églises. Celle où je suis actuellement, celle où j'étais avant. Donc je sais pas comment répondre vraiment à cette question en englobant les deux à la fois. Ok. Parce que le fait de changer d'église, ça a aussi changé ta perspective de jeu, les possibilités et tout. Alors, en fait, c'est pas le changement d'église qui a changé quelque chose, c'est ce qui a fait que j'ai changé. D'accord, ok. En fait, avec justement en faisant de la musique en quelque sorte en semi-professionnel, parce que pour moi c'était en dehors de l'église et c'était avec forcément des exigences qui étaient plus élevées. Ça m'a permis de visiter un tas d'églises. Ce que j'aurais pas pu forcément faire en restant dans mon église locale. Parce que dans mon église locale, je vais dans mon église, je vais aux événements de mon église, aux événements inter-églises de mon église, et en fait, tous les contacts que je me fais, ils vont être liés à ça. C'est dans un cercle fermé un peu. Ouais, vraiment, ou alors très très peu ouvert. Au fur et à mesure des groupes, puisque c'était pas composé des mêmes personnes, donc qui étaient pas des mêmes églises. Souvent, c'était des groupes, tel vient d'une église, tel vient d'une autre. Donc peut-être qu'un jour il est invité par son église, tu vas dans son église. Un jour votre groupe est invité par une autre église qui vous connaît de tel ou tel truc, ou un événement inter-église. Et là tu commences à visiter des églises. Qu'est-ce que tu gagnes à ça? C'est pas juste des contacts, mais en fait tu vois aussi des fonctionnements. Je vais dans une église, en fait je vois le service de l'accueil, comment il fonctionne. En fait ça commence à m'intriguer. Je suis pas là pour ça du tout. Ça m'intrigue. Et je suis là. Et je vois, le personnel de l'accueil, ils sont en uniforme. On serait cru dans un aéroport. Franchement, mais je trouvais ça super, tu vois. Ce jour-là, j'étais venu avec la responsable des jeunes de mon église à la conférence. À la fin, je lui dis, mais attends, je lui parle de ça. Donc, on en discute. Et ça a germé. Et en fait, j'ai eu vraiment à cœur de me dire, bon, faut que nous aussi à l'église, on fasse quelque chose à ce sujet parce que ça peut vraiment avoir une incidence sur l'expérience d'une personne quand elle vient à l'église. Je suis rentré chez moi, j'ai fait un PowerPoint sur l'accueil dans l'église. Genre vraiment avec tous les points, ceci, cela, qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment le mettre en place. Il y avait déjà 1 ou 2 personnes qui s'occupaient souvent de l'accueil à l'église. Et en fait, à partir de ça, de ce PowerPoint-là, on a mis un peu les bases de l'accueil dans notre église. Alors, on n'était pas une grosse église, donc on essayait de faire une rotation et tout. Et c'est un service, je crois que jusqu'à aujourd'hui, c'est un service qui tient encore. Un autre cas, c'est j'étais allé dans une église et je voyais que par exemple l'affichage des paroles il était hyper efficace et tout. Je suis allé voir le gars de la vidéo proche. De la vidéo proche. Je lui ai dit, vous utilisez quoi comme logiciel? On utilise celui-ci et tout. J'ai essayé de le télécharger, j'ai pas réussi. Et entre temps ils ont changé de logiciel. Et l'autre après j'ai pu le télécharger. J'ai dit mais attends, on va tester ça à l'église. Donc là en plus peu de temps avant on venait de mettre des écrans à l'église et tout, et on s'en servait pas forcément. Et là, quand il y a eu ça, donc en fait, mes dimanches, je venais, je jouais,
Et en fait, c'est moi qui préparais le week-end. Le week-end, je préparais les paroles et je commençais à me faire ma base de données et tout. Ouais. Et en fait, après, je mettais à l'église. Mais en fait, ça me permettait aussi de comprendre qu'est-ce que ça impliquait. Ouais, et exact. comme je l'ai dit, on n'était pas nombreux. Donc, c'était un truc où il fallait en plus le matériel. Donc, c'était difficile de le laisser à quelqu'un d'autre. Au final, il y a mon beau-frère, enfin qui était pas encore mon beau-frère, mais qui était plutôt bon en informatique. Donc, en fait, moi, je préparais les trucs avant, puisque moi, je connaissais les paroles et donc je trouvais le truc. Et ensuite, je le laissais gérer. Gérer ça le dimanche. Ouais. Et après, c'est même aller un peu plus loin, justement, c'est que, en fait, même la prédication. Les versets et tout ça. Pas que les versets, vraiment les parties. En fait, tout ça, c'est comme si quand tu suivais le culte, tu suivais le culte un peu en temps réel avec des images, des choses comme ça. Ok. Voilà, avec chaque partie du message. Donc, c'était pas juste un message où la personne elle dit ce qui lui passe par la tête et par le cœur, c'était vraiment quelque chose de structuré, qui était structuré et préparé. Alors, faut savoir que moi, c'était mon père le pasteur. Ok. Donc, j'ai dit, papa, franchement, ça peut être grave intéressant, mais pour ça, il faut que tu m'envoies tes messages au plus tard le jeudi. Ok. Donc, on a commencé comme ça. Okay. Et comme je parlais des dynamiques tout à l'heure. Donc, au début, c'était le jeudi. Ouais. Rester vendredi. Rester samedi. Et on avait culte le dimanche après à cette période. Des fois, c'était dimanche matin. Ok. Tu vois? Ouais. Parce que bon, voilà, c'est pas forcément évident à mettre en place. Et puis, voilà, il y a plein d'autres points. Je pense que, avec tous ces programmes et tout, tu vois. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est que moi, j'avais fait des études de market. Donc, j'aimais beaucoup l'aspect com, les trucs, tout ce qui est image et tout. Donc, moi, en vrai, c'était un plaisir de faire ça. Ouais. Mais en fait, je me rendais aussi compte de la valeur ajoutée que ça apportait, en fait, à l'église. Donc, comme je disais au début, le fait de faire de la musique, ça m'a amené carrément au-delà de la musique. Ouais, en fait, ça m'a permis aussi d'explorer l'église quasiment dans son ensemble. Ouais. Et de pouvoir faire profiter de ce que moi j'ai vu, observé, remarqué dans telle ou telle église, en bien ou en moins bien, parce qu'il n'y avait pas que des trucs bien aussi, et de pouvoir voir dans quelle mesure ces choses-là peuvent apporter des changements à l'église qui vont permettre, je vais parler un peu comme en marketing, que l'expérience utilisateur elle soit meilleure. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on cherche aussi avec la musique aujourd'hui. On en parlait, mais c'est ça, c'est que l'expérience de la personne qui vient à l'église, elle soit meilleure. Bien sûr, c'est pas l'objectif numéro 1, parce que le premier objectif, c'est que l'église, c'est un lieu de vie et un lieu de transformation. Mais si l'expérience est meilleure, la transformation sera peut-être plus rapide. C'est quoi ton point de vue par rapport au fait que de nos jours, les groupes de louanges, le moment de louange est devenu un point central de nos réunions, de nos événements? Je pense que aujourd'hui, avec toutes les plateformes, toutes les choses qui sont disponibles, et même depuis quelques années, en fait, on a accès à des choses qui étaient plus difficiles d'avoir avant. Je vais vraiment partir de loin pour qu'on comprenne bien. Vas-y. Là, on va parler un peu technologie. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, les contenus musicaux auxquels j'avais accès, toutes catégories confondues, il y avait ce qu'il y avait à la télé, il y avait ce qu'il y avait à la radio, et ce qu'il y avait sur les cassettes vidéo. Et les DVD, audio. j'avais parlé DVD. Avant les DVD. Bon, on peut les inclure parce que c'est un peu le même support, le même forme de support. C'est des supports physiques. Ça veut dire que si tu n'as pas le support physique, t'as pas l'info. Par exemple, si y a un concert qui passe à la télé, si t'es pas là le jour J, tu peux pas le rattraper. Donc, notre richesse, elle se construisait par rapport au matériel qu'on avait et qui avait du contenu. Des choses qui m'ont marqué, c'est ça, c'est les concerts de Ron Kenoly. Mais comment je suis tombé dessus? C'est parce que mon père, il avait acheté la cassette, les cassettes. Et en fait, il y a des fois, tu mets la cassette. Et moi, je me souviens, le pasteur, c'était Chester Thompson. Moi, dès qu'il y avait un zoom sur lui, j'étais à fond. Mais c'était des contenus qui étaient particulièrement quali pour l'époque. Exact. Il y en avait très peu. Mais ceux qui venaient essentiellement des États-Unis. Et du coup, c'était un niveau largement au-dessus de ce que nous, on faisait en France. Exactement. Donc, on avait ces contenus-là. Alors, c'est même pas forcément ce qu'on faisait à l'église, hein, mais en tout cas, ces contenus-là, forcément, ils nous marquaient. Ça nourrit, quoi qu'il arrive. Maintenant, on avance
dans les années et tout. Et aujourd'hui, on a accès à tout un tas de contenus à ne plus savoir quoi en faire. Ce qui fait qu'un contenu aujourd'hui, là, j'avoue, c'est vraiment très com et marketing ce qu'on dit là, mais ce qui va faire qu'un contenu va être plus exposé qu'un autre, c'est plus tellement le fond du contenu, mais c'est encore plus, il y a la qualité, mais il y a aussi tout ce qui peut faire la différence. Son originalité. Comment il va se démarquer. Et aujourd'hui, on a tellement de contenu avec du coup plein d'idées pour pouvoir se démarquer, plein de codes qui sont apparus qui n'existaient pas avant. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est quelque chose qui a vraiment saturé notre environnement en fait. La musique, la louange, les morceaux. Avant, c'était beaucoup les cantiques. Si ton cantique il est répertorié dans Sur les ailes de la foi ou quelque chose comme ça, il va être chanté. Si t'as composé un cantique, bon courage. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont composé peut-être un seul cantique et ça leur tenait à cœur, mais aujourd'hui, ils ont cette possibilité de voir ce chant-là chanté dans leur église locale ou n'importe où dans le monde. Exact. Et ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde fait attention à ce qu'il dit, ce qu'il fait, comment il le fait, et je pense que c'est ce côté-là qui a fait que aujourd'hui, on met un accent sur la qualité du contenu musical, que ce soit en streaming, que ce soit à l'église. En soi, pour moi, c'est une bonne chose, à condition que ça ne devienne pas le centre de l'église, en fait. C'est juste ça. Moi, j'ai une question parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la musique d'aujourd'hui, elle est plus pauvre que celle d'avant, qu'il y a moins, comme tu dis, de musique originale. Tout se ressemble. Tout le monde fait de l'afrobeat ou de la piano pour s'en sortir un peu plus ou machin. Je grossis un peu les traits. Même les arrangements, c'est devenu hyper simple. Enfin, voilà. Et c'est dû au fait que les gens ils font de la musique archi rapidement. C'est-à-dire que n'importe qui avec un simple PC peut commencer à composer des trucs, etc. Toi, c'est pas du tout ton point de vue. T'as pas l'impression qu'avant, les chansons étaient beaucoup plus recherchées, que quand t'écoutais un Ron Kenoly ou un Mark King, chacun avait leur couleur. Alors ça, c'était pour la partie américaine. C'est vrai que moi, je suis d'accord. L'approche de la musique, elle a beaucoup changé. Alors, sous couvert de, il faut aller au plus simple. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, on a aussi habitué les gens à du minimaliste. D'accord. Après, c'est un concept, le minimalisme. En vrai, j'ai envie de dire, c'est une évolution de la musique, peut-être pas dans le sens que nous on imaginait. En fait, pour moi, elle s'est simplifiée sur l'aspect vraiment couleur musicale. Mais après, par contre, elle s'est complexifiée. En tout cas, elle est devenue plus exigeante sur l'aspect sonore. Ok. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que par exemple, il y a moins de trucs avec plein d'accords hyper recherchés et tout. Par contre, en termes de choix de sonorité, aujourd'hui, tout le monde fait attention. C'est plus pointu. On fait la question du mixage. Avant, on savait pas ce que c'était. Nous, on écoutait, c'est bon ou c'est pas bon. Aujourd'hui, tout le monde est renseigné. Ah ouais, là, on entend trop ci, là, on n'entend pas trop ça. Et voilà, en fait, je pense qu'on s'est focalisé sur quelque chose qui est différent. Et après, ça, pour moi, c'est pas que dans la musique chrétienne, c'est dans la musique tout court. Aujourd'hui, un exemple tout bête, et ça, c'est statistique, c'est la durée des morceaux. Aujourd'hui, aujourd'hui, on est sur des morceaux, plus de 3 minutes, c'est trop long. Je dis, comment ça, trop long? Nous, on fait des temps de blanche de 20 minutes, et un morceau de 3 minutes, c'est trop long. C'est les normes radio. Ouais, mais en fait, ça veut dire qu'on crée une norme sur un art, en fait. On te crée une norme qui te limite. Mais ça a toujours été. Tu regardes dans la peinture, t'as des airs, quoi. Le pointillisme, l'hyperréalisme, etc., la Renaissance, et à chaque fois, c'est des codes qui sont prédominants. Et c'est des codes, parce que la radio, là, on parle, c'est pas des codes, c'est une norme. Parce que ce qui pourrait être un code, c'est telle radio diffuse tel type de style de musique. Ça, c'est un code. Mais la norme de dire que le morceau, il doit durer tant, c'est plus une norme que eux se sont imposés. Ouais, mais une norme, c'est en gros, c'est par rapport à leur auditeur.
ça devient la normalité, c'est-à-dire que tout le monde s'aligne à ça en fait. Mais on s'aligne à ça. Est-ce que c'est de l'artistique? Moi, je pense pas. Si on s'aligne à ça aujourd'hui, c'est plus parce que les gens ils se disent ah bah en fait à partir de tant de minutes, l'auditeur il est moins concentré, il risque de changer de fréquence. En fait, voilà, c'est des intérêts qui n'ont rien à voir avec la musique. Alors que en vrai, pour moi, des fois, on va limiter certains artistes. Alors qu'en fait, leur contenu, ils l'ont pas pensé comme un truc couplet-refrain. Des fois, c'est une histoire. Des fois, il y a vraiment quelque chose de plus qu'ils veulent exprimer à travers leur art et qui peut leur être retiré à cause de ça. Donc, pour moi, ça, pour moi, c'est un côté presque malsain un peu de l'aspect musical où ça devient un outil formaté totalement, en fait. Ok. Et pourtant, moi, tu regardes, par exemple, sur YouTube, les statistiques, elles te montrent les vidéos qui fonctionnent le mieux, c'est les vidéos hyper courtes, dont ils ont sorti les shorts, mais c'est aussi les formats longs. Et dans la musique, tu regardes l'univers de la musique, les seuls qui sortent du lot en faisant de la musique sur des longues durées, c'est des moments de worship, ça dure 20, 30, 40 minutes, 1 heure, 1h10, et ça fait un carton. Mais c'est un cas à part. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les temps de worship, c'est pas tellement un morceau à part entière, c'est de la répétition. Souvent, c'est de la répétition de parties. Pour justement créer un climat. Parce qu'en fait, dans le même cas, on peut dire que tu vois, t'as aussi des musiques d'ambiance, de relaxation, et on les met longtemps. Mais là, c'est parce qu'on veut te plonger dans un truc un peu particulier qui est plus de l'atmosphère, d'émotionnel, alors que tu vois un morceau avec des paroles et un truc, c'est un peu différent. Je dirais que c'est pas de la même c'est pas le même objectif. D'accord. Et c'est pour ça que pour moi, c'est même deux catégories de musique différentes. Okay. Mais si on prend, tu vois, dans la catégorie des musiques plus ou moins courtes, aujourd'hui, on voit que, par exemple, avec les réseaux, comme on fait des réels, maintenant, on va utiliser des bouts de morceaux. Ça, c'est grâce à TikTok. TikTok qui a mis en avant les 30 secondes où on prend une partie du morceau. Et comme en fait les gens, l'objectif c'est que ma musique elle doit être écoutée, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce truc, on s'adapte à ce format-là. Mais en fait le format, insidieusement, sans le dire, a un peu créé une norme, une exigence qui n'existait pas. Mais c'était pas une règle. C'était juste que le format de la vidéo il est comme ça. Si tu veux faire un son de 5 minutes et après qu'on prenne un extrait, c'est ton souci. Après, il y en a, ils se sont dit, moi, je vais faire un extrait de 30 secondes. Il tourne en boucle, ça rentre en tête. Et voilà. En fait, aussi, c'est ça. Les gens veulent rentrer dans la tête des gens. Donc, on s'est rendu compte que, aujourd'hui, mets moins de paroles, mets juste un truc qui percute et ça marche. Donc, alors, des fois, c'est bien, mais je trouve que aujourd'hui, en musique, dès qu'on a trouvé que quelque chose marche bien, on l'utilise à l'extrême. Et c'est ça qui se passe. C'est pareil pour les arrangements. Les arrangements, des fois, avant, il y avait l'idée d'un arrangement avec du sens. Aujourd'hui, en fait, ensuite, il y a eu l'arrangement vraiment de concept, vraiment pour montrer toutes les idées possibles et imaginables. Et là, c'est en concept. Et t'as l'entre-deux où on a l'idée d'avoir une direction, sauf que ça part dans tous les sens. Donc c'est ni concept, ni concept, ni musical. Parce qu'en fait, il y avait une idée et on l'a utilisée à l'extrême. Moi, c'est peut-être ça que je déplore un petit peu. Et ce sur quoi il faut faire attention. Après, la musique, c'est la musique, c'est les émotions des gens, c'est de l'expression. Donc c'est bien que ce soit normé sur certains points, mais il faudrait pas non plus que ça devienne une musique ça doit être comme ça. Ça, j'entends beaucoup ça aussi dans les églises. De plus en plus. Quand tu vas faire un morceau qui est différent, on se dit ça c'est pas un morceau pour l'assemblée. Ouais, on en est arrivé là. C'est quoi un morceau d'assemblée? Parce que si on va jusqu'au bout, un peu Hillsong, ils nous ont imposé une sorte de norme avec des refrains très simples, avec très peu de paroles. Pour moi, ils l'ont pas imposé. Ah bon? En fait, pour moi, ils l'ont pas imposé. Ils ont changé. Ils l'ont changé, game. Mais ils l'ont pas imposé. C'est eux qui ont inondé tout le marché aujourd'hui. Mais en fait, moi, j'appellerais pas ça imposer parce que moi, quand je l'entends imposer, c'est faire de quelque chose une règle.
Alors que pour moi, ils n'en ont pas. En fait, ils n'en ont pas fait une règle. Pour moi, c'est les gens qui s'en sont fait une règle. Comme Oui, oui, mais ils se sont imposés parce que les gens ils ont adhéré à leur façon de faire et ils l'ont adopté. Mais c'est Et pour moi, c'est différent. ouais. Alors, et comme je disais, ça reprend un peu cette idée une idée qui est poussée à l'extrême. Ouais. C'est-à-dire que eux, ils ont eu une manière une certaine approche de la musique dans l'église qui aussi prouve son efficacité si on en est là. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à se dire que, en fait, ça devrait jamais être autrement. Et c'est ça qui pose problème. Je suis d'accord avec Et toi. en faisant ça, on limite l'expression musicale de beaucoup de gens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, si ton morceau il fait pas couplet refrain pont refrain fin, Il est bizarre. il est bizarre. Ouais. Alors j'insiste, hein, c'est bien qu'un morceau soit structuré, mais il y a pas une structure. Ouais. Et en fait, c'est presque devenu industrialisé. Ça veut dire qu'il faut que ça commence comme ça, faut que ça fasse comme ça. Ce qui fait que moi, des fois, j'avoue, à l'église, on me dit on va faire tel chant. Mais les chants, je vais les bosser le matin même parce que je sais déjà ce qui va se passer. J'écoute juste pour savoir, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un piège? Ouais. Voilà. Et le jour où il y a un piège, ça, c'est l'arrangement, en fait. Ouais, il y a juste, il y a un moment où il y a juste un arrêt. Ouais. C'est un arrangement de fou. Ouais. En fait, on en est arrivé à rendre gros des choses qui ne le sont pas, en fait. Ouais. Alors, l'avantage aussi, c'est que pour moi, c'est le genre de morceau laisse de la place aussi à créer de nouvelles choses. Du coup, si jamais on propose et que les gens sont en mode non, là il y a un problème. Parce que là on t'a donné, c'est pas une feuille blanche, mais c'est comme si on t'a donné un fond. Mais après de ce fond là tu fais ce que tu veux. Faudrait pas qu'on parte de l'idée que ouais la louange elle doit être comme ci, elle doit être comme ça. Et en plus, pour moi il y a un phénomène presque culturel, c'est que on est en train de presque mondialiser aussi la louange. Ça veut dire que un morceau s'il est pas comme ça, il est pas chantable. Ou s'il est pas en anglais, il est pas chantable. Ou s'il vient d'une langue minoritaire, il est pas chantable. On risque de créer un problème en pensant que y a que tel groupe de gens ou telle façon de faire qui est digne d'être faite et chantée à l'église en fait. Il faut faire attention à ça en fait. Comment a évolué ton service dans l'église? En fait, quand j'ai commencé, quand j'étais tout petit, il y avait peut-être, tu vois, il y avait toujours un tonton qui joue un petit peu. Après, au bout de quelques temps, la batterie c'est devenu ta propriété, ma propriété. Mais en définitive, j'en étais arrivé, et je pense que j'expliquerai après, mais j'en étais arrivé à venir à l'église pour jouer de la batterie en fait. Ouais. Et en fait, je dirais notre génération à nous, on a été aussi cette génération qui a pas connu les services en rotation. Ouais. Donc quand il y avait quelqu'un qui avait une aptitude particulière, elle était exploitée au possible. Ouais. Après, comme c'est aussi le seul endroit où tu pouvais exprimer ce potentiel, en même temps, toi tu te donnes à fond aussi, tu le vois pas comme une charge. Donc c'était comme ça. Et pour être très honnête, moi j'avais pas de souci avec ça. Et en fait, j'ai grandi comme ça, donc ça m'a jamais posé ça a jamais posé de problème. Je dirais que même le problème c'était plus quand j'étais pas là. Parce que quand j'ai commencé à faire un peu plus de concerts, il y a des fois où je commençais à aller à l'étranger ou à pas être en Île-de-France ou près de la maison la veille par exemple. Et là, moi j'ai déjà eu des réflexions de ah ouais, mais pourquoi t'étais pas là aujourd'hui? Puis j'ai déjà eu c'est pas normal. Après, j'ai dit, mais en fait, c'est pas parce que je suis pas à l'église que je suis pas en train de servir le Seigneur, en fait. Attention. C'est pas parce que je suis pas à l'église. Mais en fait, l'église, c'est pas juste les 4 murs de l'enceinte et du bâtiment, en fait. Il y a des gens qui sont amenés à servir à des points précis et puis il y en a qui sont itinérants, qui se déplacent. Ce qui du coup, est mon cas. Ce qui a changé, juste après la période Covid, j'ai changé d'église. En fait, je commençais déjà à connaître un peu ce système de rotation parce que j'avais déjà été moi-même sollicité par d'autres églises dans certains cas pour aider ponctuellement en essayant de faire en sorte que ce soit tu vois jamais au détriment de la mienne. Tu vois, par exemple, si c'est un dimanche après-midi et que moi j'ai eu culte dimanche matin, pourquoi pas? Fais les deux. Quand j'ai changé d'église et que l'un de mes critères
qui n'avait rien à voir avec la musique, c'était que comme je sais que tôt ou tard je vais servir dans l'église où je suis censé partir, il faut que cette église-là, sur l'aspect géographique, elle soit pas trop loin de la maison. Okay. Donc c'était ça mon objectif. Prêche après prêche, comme il y avait eu le Covid, en streaming, j'ai vraiment ressenti que c'était dans cette église-là que je devais aller. J'étais déjà allé plusieurs fois auparavant dans cette église et je m'étais dit voilà, en plus batterie acoustique pour plus tard, voilà. Ouais. Sauf que là dans les vidéos, ce que je voyais ressemblait à une batterie un peu hybride mais pas acoustique. Ouais. Je me suis dit ah ouais, c'est bizarre. Et je pense que le ancien Manu Ange, 5, 6, 7 ans auparavant, juste pour ça j'aurais dit cette église elle est éliminée. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un vrai changement aussi dans ma manière de voir Dieu. Parce que je pense que je le voyais trop à travers mon instrument. Okay. Trop à travers l'église. J'étais, je pense, sans le vouloir, mais j'étais devenu un activiste. C'est-à-dire que, au final, s'il n'y a pas de batterie, qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'ai quand même choisi d'y aller. Et je me suis alors dit, Seigneur, c'est vraiment parce que c'est toi, en fait. Parce que voilà, en fait, sous-entendu, si moi j'avais dû choisir par rapport à des critères, pas pris ça. Voilà. Ouais. La réalité, c'est que ça fait 5 ans que j'y suis, et en fait, c'était là que je devais être, parce que non seulement, justement avec l'aspect de la rotation, qu'est-ce que ça crée en toi? Ça fait que tu viens aussi pour rendre un culte. Tu viens pas juste pour servir. Je pense que la première chose que le Seigneur nous demande, c'est pas de le servir, c'est de le suivre. C'est la première chose. Donc, et je pense que j'ai été un serviteur non suiveur, en fait. Okay. Et c'est ça qui a changé. Là, maintenant, il y avait plus la motivation de « Ah, mais tu vas jouer de la batterie pour la seule fois de la semaine. » Il y avait plus cette motivation de... qui était purement musical. Mais il y avait vraiment ce côté où, Seigneur, là, je viens pour toi. Et là, je viens pour recevoir. Parce qu'aussi, beaucoup de fois, quand tu es dans un service, le service aussi, il faut savoir que c'est quand même une charge mentale. Et plus on grandit et plus on s'en rend compte. Ouais. Ce qui fait que, comme tu es concentré dessus, et tu fais en sorte que ton service se passe bien, tu te préoccupes pas tellement des autres services. Et notamment, par exemple, la prédication. Combien de fois je me suis retrouvé, et ça arrive encore des fois que je me retrouve, soit à cause de la fatigue, soit parce que t'as d'autres choses à préparer. Mais en fait, quand tu finis, t'as d'autres choses et t'es pas sur le message, et au final, tu viens, tu sers, mais tu reçois rien. Et le fait de justement d'avoir cette rotation-là, ça fait que il y a aussi des jours où tu viens pour toi rendre un culte. Autant l'instrument, pour moi aussi, c'est mon arme d'expression. Ouais, vraiment, il y a ça aussi, c'est que ça permet au culte de bien se dérouler, d'avoir une belle louange et tout. Mais ça aussi, c'est aussi ce que je dis pas par la bouche et par les mots, que tu peux aussi envoyer là. Ouais. Voilà. Mais à côté de ça aussi, il y a le moment où, au bout d'un moment, faut parler. Par exemple, moi, je suis marié, je peux pas lui dire que des je t'aime en faisant des chops, tu vois. Au bout d'un moment, oui, il y a des expressions, mais il y a aussi ce que tu vas dire. Et ces moments-là, c'est des moments où justement tu peux vraiment te ressourcer. Et puis aussi, tu fais beaucoup plus attention à ton environnement quand tu sers pas. C'est-à-dire que c'est là que tu vas échanger avec les gens. Ouais. Vous n'avez pas parlé que de musique. C'est là que tu vas parler aussi avec tes responsables. Savoir comment tout le monde va. Être aussi attentif au programme d'église. Et pas que ce qui te concerne parce que tu es en service. Pour moi, suivre et servir, c'est complémentaire. Okay. Ça veut dire que si tu viens et que tu suis et qu'au bout d'un moment, tu sers jamais, va y avoir un décalage. Et si, d'un autre côté, si tu viens et que tu fais que servir, au bout d'un moment, tu deviens un activiste. Ouais. Et ça, c'est problématique aussi. Bon, on arrive à la fin de notre échange. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se mettre à servir à l'église, quel est le conseil que tu pourrais lui donner que toi, tu aurais voulu avoir si tu étais à sa place? Moi, j'étais autodidacte. Mais aujourd'hui, j'ai pas le choix. Quand des fois, je veux progresser, je suis obligé d'aller même regarder des vidéos, regarder des tutos, regarder des choses comme ça. Même soit pour enseigner, soit pour comprendre pour moi et progresser.
ce que je faisais pas avant. J'avais aussi ce côté un peu suffisant où je pensais que, en fait, je pensais un peu trop que je savais tout et que j'étais déjà à la pointe. Et justement, une fois que tu vas croiser d'autres gens qui, eux, sont à la pointe, ça va te faire redescendre sur terre. Ouais. Donc, avant d'en arriver là, vraiment, se former, c'est vraiment important et le faire le plus tôt possible parce que le temps, malheureusement, c'est très très difficile à rattraper et certaines habitudes, parfois mauvaises, elles peuvent faire louper des opportunités plus tard. La deuxième chose, c'est que le service et même la qualité du service qu'on fait, elle n'est pas supposée déterminer le chrétien qu'on est en fait. Parce que, et c'est même plutôt l'inverse, en fait, c'est parce que j'aime Dieu du plus profond de moi-même que je vais servir aussi du plus profond de moi-même. Et souvent, des fois, le talent, c'est un peu un cache-misère. Ça veut dire que oui, comme on est super talentueux dans ce qu'on fait, et des fois, on a tendance à penser que, sans le dire, qu'on n'a peut-être pas besoin de Dieu, en fait, que on n'a pas besoin de prier comme tout le monde, on n'a pas besoin de lire la parole comme tout le monde, on n'a pas besoin d'avoir des temps de partage avec les autres, que ce qu'on a déjà, notre don, il se suffit à lui-même. Et ça, c'est faux. Ça, c'est une erreur. Et c'est même carrément dangereux parce que je pense qu'on l'a beaucoup vu dans les églises. Il y a beaucoup de gens qui en ont fait chuter d'autres, que ce soit mentalement ou avec des mauvaises remarques ou avec des attitudes ou qui ont été des occasions de chute pour d'autres à cause de ça. Ça veut dire que ils avaient un talent qui brillait dans leur église, mais derrière ce talent, c'était que du vide en fait. Merci pour ces sages paroles. Ange, merci beaucoup pour cet échange. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Musiciens d'église. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que tu as appris des choses et que ça t'encourage à aller plus loin dans ton service. Si c'est le cas, abonne-toi, partage-le autour de toi. Et si tu veux témoigner ou me partager ton expérience, écris-moi sur Instagram, @musicien d'église. Je serai ravi d'échanger avec toi. Malheureusement, cet épisode touche à sa fin, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle conversation entre musiciens d'église.